Alors, désolé de vous interrompre. Tristan en régie là-haut, si vous parlez pas dans un micro, je vous aurai pas sur l'enregistrement. Merci. Allô, allô, vous m'entendez? C'est mieux? Ah, c'est mieux, ok. Donc voilà, donc chaque fois qu'on fait une fête de l'été, il pleut des cordes. Aujourd'hui, on était assez confiants, on s'est dit ça va bien se passer, et bah, bizarrement, non, enfin bizarrement ou pas. Alors tout ça, ça illustre quand même une problématique qu'on va traiter indirectement dans le sujet qui nous occupe aujourd'hui, qui est le dérèglement climatique dont on constate tous les jours les effets pervers, surtout quand on essaie de faire des cocktails extérieurs. Et on va traiter aujourd'hui de la difficulté, de comment est-ce qu'on peut bâtir la ville sur la ville et réfléchir dans nos approches métiers à limiter autant que possible l'expansion urbaine. Donc, Marc, je vais te laisser démarrer. Alors, Marc Berthier, bah, je te laisse te présenter. Il faut parler dans le micro, du coup, hein, messieurs, dames. Bonsoir. Donc Marc, dans les équipes de Cardam basées à Paris. Donc c'est peut-être de ma faute la pluie, pardon. Euh, Oui, c'est souvent de ma faute. Donc chez Cardam, je travaille dans les équipes de conseil avec un rôle axé sur la prospective, donc de réfléchir à ce qui pourrait arriver demain. Et c'est un peu l'objet de ce qu'on va vous partager ce soir, donc avec David et Marie, qui représentent les architectes associés de l'agence. Donc, pourquoi s'intéresser au futur? C'est une citation qui vient de la présidente de la maison de l'Ordre des architectes d'Île-de-France et qui parle de l'intérêt public de l'architecture, en rappelant finalement que construire un bâtiment, pardon David, c'est construire notre manière de se projeter dans la vie, où on se situe dans l'espace, où on se situe dans le temps et là où on veut aller. Et donc c'est pour ça qu'on veut faire de la prospective et se demander finalement à quoi pourrait ressembler notre monde demain. Donc on a retenu trois grands enjeux qui sont prégnants quand on fait de l'architecture et qu'on s'intéresse à la ville. Le premier, c'est la métropolisation. Alors il y a différentes statistiques qui circulent. La dernière de l'INSEE dit que c'est plus de 80% des Français aujourd'hui qui vivent dans des métropoles, donc sous l'influence d'une ville-centre. Et si on prend les 10 premières métropoles, ça monte à 40%. Donc les 10 premières, ça va jusqu'à Strasbourg. Je crois que Toulouse n'en fait pas partie, je ne sais plus. Je l'avais noté pourtant. Mais voilà, donc c'est énorme. On a un vrai phénomène de métropolisation avec un phénomène d'attraction autour de ces métropoles. Le télétravail a renforcé ça. On a beaucoup parlé des Parisiens qui partent de Paris avec le Covid. Il y a une étude gouvernementale qui est sortie l'année dernière et qui disait que non, il n'y en avait pas tant que ça qui étaient partis. Il y avait deux phénomènes en vrai. Il y avait ceux qui avaient un peu de moyens et qui avaient des enfants assez grands, donc ils ont acheté une résidence secondaire et qui habitent entre Paris et leur résidence secondaire. Et le télétravail les a aidés à rentabiliser leur résidence secondaire via Airbnb, etc. Et l'autre chose, c'est qu'on a un accroissement du périurbain, donc de l'urbanisation, donc de gens qui ne peuvent plus se loger dans la ville-centre parce qu'elle est trop chère et qui habitent de plus en plus loin. Et grâce au télétravail, ça devient acceptable d'habiter plus loin. Donc ça, c'est la métropolisation aujourd'hui, le renforcement des centralités. On dit tous, on va se positionner autour des gares, autour des hubs de transport. On est vraiment là-dedans. Là, on est sur une tendance lourde qui dure depuis maintenant en France un paquet d'années et qui n'est pas prêt de se changer. L'autre grand point, David l'a annoncé, c'est tout ce qui est changement climatique. On constate tous qu'on va avoir des bouleversements qui vont changer nos manières d'habiter, nos manières de vivre la ville. Étonnamment, et ça on est tous surpris, en France, excusez-moi je me mets là, c'est à cause de la lumière, sinon je vois rien. En France, la mairie de Paris et Anne Hidalgo ont gagné il y a quelques mois un prix de la ville qui s'adapte le mieux à la durabilité. Alors ça peut, à nous Français, ça nous paraît assez étonnant, mais vu de loin, Paris est un laboratoire de la ville du futur. Ça se voit dans les quartiers, vous allez voir, il y a beaucoup plus de végétalisation, il y a des rues aux écoles, des choses comme ça, qui travaillent de nouvelles formes de mobilité. Et aussi, il y a une nouvelle verdissement de la ville. Et ce qui nous intéresse aussi, quand nous, on fait de l'architecture, c'est de se dire que
dans nos vies, il y a différentes études qui montrent qu'on passe un temps incroyable à l'intérieur des bâtiments, c'est de l'ordre de 80%. Donc ces bâtiments, il va falloir les penser autrement face à ces bouleversements climatiques. Je vais citer un exemple, enfin deux exemples, les écoles, les maisons de retraite. Aujourd'hui, c'est des lieux qui ne sont pas ou peu climatisés, qui sont très peu confortables l'été. Donc on voit qu'il y a un vrai enjeu d'adaptation de l'habitat pour ces deux exemples. Dernier exemple, dernière grande tendance, pardon, c'est l'idée de produire en ville. Et là, ce qu'on observe, c'est la montée d'une nouvelle population de travailleurs qu'on appelle l'école bleu ciel. L'école bleu ciel, qu'est-ce que c'est? C'est des gens en fait, qui travaillent sur des ordinateurs pour faire tourner des usines, pour faire court. Aujourd'hui, quand vous visitez une usine, il y a la ligne de production, vous avez une personne tous les 100 mètres carrés sur les usines les plus automatisées, et vous avez par contre une vingtaine de personnes qui font tourner l'usine. Et on a cette idée d'avoir de plus en plus donc, des personnes qui vont travailler presque comme du tertiaire, mais pour faire des objets concrets, faire tourner des usines. C'est cette idée de col bleu ciel, on va retrouver plus tard dans des nouveaux métiers qui sont ce qu'on appelle les makers, les doueurs, les fab labs. Donc si on regarde ces trois tendances, on se dit qu'on a trois axes quand on produit l'architecture pour réfléchir et essayer de faire quelque chose qui soit intéressant. Donc la première, c'est le sujet de l'intensification urbaine. Donc on a la loi ZAN, du moins ce qu'il en reste, qui fixe un cadre. Et on se dit que globalement, c'est mieux d'éviter de construire et de faire avec le déjà là. C'est un sujet sur lequel dont on va beaucoup parler ce soir. On a un gros sujet de tout ce qui est friche commerciale. Donc, ça, on en parlait il y a 2-3 ans avec la fin des hypermarchés, les friches industrielles. Et maintenant, on a des friches tertiaires. Donc, ça fait beaucoup de bâtiments qui commencent à être vides. Le tertiaire, on estime aujourd'hui, c'est 9 millions de mètres carrés dans le parc marchand. Le parc marchand ne représentant que la moitié du parc. Le parc non marchand, c'est tout ce qui est propriétaire qui l'utilisent pour leur propre usage. Donc c'est à peu près 50-50. Des bâtiments sous-utilisés, je ne reviens pas là-dessus, les cours d'école par exemple, les écoles qui sont fermées 2 mois l'été, on a de plus en plus d'initiatives pour les faire vivre. Je ne vous parle pas des bureaux si vous les regardez d'un point de vue d'industriel. Un industriel qui regarde un bureau, il vous dit c'est quoi ce truc qui ouvre du lundi 9h et qui ferme le vendredi à 18h, où il n'y a pas grand monde, parce que moi, mon usine, je passe au 3-8. Donc là, il y a un sujet de comment on utilise. Et le dernier sujet, c'est comment on va faire des bâtiments plus efficaces dans la ville, donc des bâtiments qui vont être, on parle beaucoup de smart gird, de bâtiments connectés. Ça, c'est un gros sujet d'intensification. Le deuxième, le refuge climatique, j'en ai déjà un petit peu parlé, donc comment on va s'adapter à ces changements climatiques. Comment on va repenser la ville? Et ce qui va être intéressant, c'est de se dire que l'architecture doit rentrer dans la ville. Elle doit faire partie finalement le projet d'architecture doit faire la ville, donc participer aux mobilités douces, à la création d'espaces publics, qui est un vrai enjeu, et aussi l'amélioration des infrastructures. C'est le gros sujet qu'on va voir en creux de toute cette intensification. C'est qu'aujourd'hui, la ville a des difficultés à se développer par manque d'infrastructures. Il faut créer des écoles, des crèches, etc., etc. Et on manque de place, de moyens. Donc il y a un vrai sujet aussi de comment on va faire des projets qui vont participer à ça dans une large dimension. Dernière grande tendance, donc application, le makers and doers. Donc c'est l'idée finalement de produire en ville. C'est l'idée de faire des villes inclusives. C'est l'idée de se dire que les compagnons peuvent continuer d'habiter en ville, peuvent travailler en ville. Et finalement, là, je suis en train de vous parler de la ville du quart d'heure, enfin d'une forme de ville du quart d'heure où je vais pouvoir trouver à proximité un emploi et un logement, et d'éviter ce système de navettage assez important dans les métropoles. Et là, il y a un vrai enjeu pour les communes, tout ce qui est autour de l'emploi local. Ça, on le voit beaucoup dans la périphérie parisienne que je connais mieux, vous m'en excuserez, mais comment on fait pour garder des emplois productifs? Comment on fait pour intégrer des nouvelles populations? Et le dernier point, comment on fait pour attirer des entreprises, donc la dynamique du territoire. Donc voilà un peu les 3 axes qu'on va essayer de travailler ce soir au travers de 4 projets, avec à chaque fois cette idée qu'il faut être dans ce qu'on a appelé le juste besoin. C'est faire comme il faut, pas trop, mais pas assez. C'est vraiment cette idée d'être, par exemple, si on prend le low-tech et le high-tech, c'est de ne pas dans ce débat, de se dire qu'on peut avoir de la technologie, ça peut avoir un intérêt, mais à bonne mesure. Et donc là, c'est cette idée de juste besoin. Donc dans un premier temps, on va vous parler
de comment on met en œuvre ce juste besoin en se disant qu'on a des existants et que ce sont des ressources. Donc on va parler de 2 projets, donc un projet toulousain, donc le TFC, et un projet parisien, une rénovation du siège de Groupama. Donc pour vous montrer comment on peut, à partir de l'existant, créer ce juste besoin. Et ensuite, dans un deuxième temps, on reprendra 2 autres projets, un toulousain et un marseillais, pour parler des usages de demain, donc de cette nouvelle ville qu'on peut construire et à laquelle l'architecture est très active. Alors, voilà, commençons par... juste pourquoi... Encore juste une, une petite remarque. Ici, on dit le TFC et pas le TFC. Je sais, c'est bizarre, mais c'est comme ça. En toulousain, on dit TFC. Oui. Donc, avant de te laisser présenter les 3 lettres dans le bon ordre... Donc pourquoi cette idée de juste besoin? Donc si on se dit qu'on est dans ce contexte de prise en compte environnementale de cette nouvelle ville, quelques chiffres pour se resituer. Donc aujourd'hui, le bâtiment, c'est 1/4 de notre consommation. On produit énormément de déchets qu'on ne réutilise très très peu. Donc ça, c'est un vrai enjeu d'organisation de filière. On a peu de sol qu'on va utiliser. Donc ça, c'est une ressource rare. Et le dernier sujet, c'est que pourquoi il faut bien utiliser l'existant, c'est qu'on se dit toujours, finalement, un immeuble, une fois qu'il est là, il est là. Et je vais faire attention à mes éco-gestes. Ça, c'est un sujet qu'on a beaucoup traité dans le bureau. Et on nous disait, bah, c'est bien, je vais fermer mon bureau le vendredi. Et en fermant mon bureau le vendredi, je vais faire des économies d'énergie. Ce qui est vrai au moment T. Mais quand on pense à un immeuble, on le pense sur l'ensemble de son cycle de vie. Donc, si on fait des calculs sur 50 ans, en fait, on se rend compte que pour un immeuble moyen en France, avec notre énergie, nos systèmes de construction, etc., la construction coûte entre 70 et 80% de son poids carbone. Et donc, l'exploitation, ça va être le reste. Donc, sur 50 ans, concrètement, si vous fermez votre immeuble tous les vendredis, on gagne à peu près 10%. Vous allez gagner 3%. Donc le vrai sujet, il n'est pas vraiment de fermer l'immeuble le vendredi, il est plutôt de qu'est-ce que je vais en faire le vendredi pour que ce carbone que j'ai dépensé soit correctement utilisé. Et donc c'est pour ça qu'on est vraiment cette idée de juste besoin et de mettre en valeur la ressource au travers, j'ose plus le dire, du TFC. Oui, alors je vais te laisser tourner les pages. Alors vous allez voir dans les différents projets qu'on va traiter, on est sur des interventions, sur des modes d'intervention différents sur les bâtiments. Et ici, on est justement sur un... Alors je ne sais pas si vous connaissez il est vide depuis 20 ans, donc vous n'avez pas dû... même les plus âgés d'entre nous y ont rarement mangé. C'était l'ancien restaurant universitaire de la cité Fauché du Ramier. C'est un bâtiment qui a été construit dans les années 50 en même temps que le stadium. Donc c'était un ensemble global dans le cadre d'un gros projet de la ville de Toulouse d'apporter des équipements pour le grand public. Ça faisait partie de la cité universitaire. Donc ça a été construit par un disciple de Le Corbusier, Robert Louis Val. Et puis ce bâtiment a été progressivement laissé à l'abandon. Et si vous le visitez actuellement, il est très intéressant d'un point de vue des cultures urbaines et du tag, mais c'est à peu près tout ce qu'il y a à l'intérieur. Il est à moitié effondré. Donc il y a eu plusieurs projets autour de la reprise de ce bâtiment et qui a été labellisé architecture contemporaine remarquable en 2017, donc ce qui évidemment limite considérablement les interventions qu'on peut avoir dessus. Alors, il y a eu un projet de Villa Ramier, qui était un projet de Villa Médicis toulousain, mais qui a finalement pas vu le jour. Et puis finalement, le TFC s'est rendu compte depuis quelque temps, il lui manquait une infrastructure d'excellence depuis qu'il était arrivé dans l'élite de nos clubs français. Et il avait besoin d'un centre de performance. Et dans la mesure où on est juste à côté du stadium, finalement, ça a réussi à fonctionner. Donc tout l'enjeu pour nous, c'est de travailler sur un existant qu'on peut non seulement
pas modifier, mais dont au contraire il faut qu'on arrive à restituer l'esprit d'origine, hein, parce que c'est ça l'enjeu sur un projet de ce type. C'est pas uniquement de le rénover, c'est de le rénover dans l'esprit de sa création. Et on voit que c'est un bâtiment qui a déjà, on est en zone PPRI rouge vif là sur l'île du Ramier, donc aléa très fort. Donc c'est un bâtiment qui est sur pilotis, et l'intention de Robert Louisval, c'était de symboliser un peu un bateau. Si vous regardez, alors c'est pas tout à fait évident sous cet angle-là, mais vous voyez, c'est un peu sur le bâtiment flotte sur ses pilotis, et puis on a toute la zone des cuisines là, qui est sous les sheds, qui étaient les cuisines et les entrepôts, qui figurent la coque du bateau, et puis les appartements, parce que c'était des appartements qui étaient au-dessus, qui font les cabines. Et tout ça dans dans un dedans-dehors avec la verdure, avec beaucoup d'ouverture, beaucoup de lumière. C'est ça qu'il a fallu essayer de restituer. Alors, je ne sais pas si je défile dans le bon sens. Donc vous voyez l'état actuel du bâtiment, hein, c'est pas terrible. Et voilà ce que ça devrait être un jour. Alors je dis un jour parce que pour l'instant le projet est en stand-by pour cause de baisse des droits télé pendant l'été dernier. Mais peut-être en instance de repartir. Donc voilà, la difficulté, c'est dans ce bâtiment dont on doit restituer l'esprit d'origine, d'arriver à faire rentrer un besoin qui est complètement différent, qui est évidemment très différent de ce qui était dans le restaurant universitaire. Alors qu'est-ce qu'il y a dans un centre d'excellence de foot ? Il y a tout ce qui permet le confort des joueurs. Alors il y a évidemment des infrastructures d'entraînement. Vous voyez ici le gymnase. Il y a une zone de restauration pour les joueurs, des vestiaires, une salle tactique, etc. Tout ce qui va être santé pour les joueurs. Il y a un centre d'hydrothérapie, il y a une salle hypoxie, voilà, il y a plein de choses. Et puis il y a tout ce qui concerne la presse et un media center. Donc c'est un bâtiment qui est quand même un petit peu compliqué. Hop, il faut que je revienne en arrière. Et voilà. Et l'enjeu, c'est d'arriver à faire rentrer ça dans des considérations techniques d'aujourd'hui, parce qu'évidemment, un bâtiment qu'on va rénover comme ça, on va être obligé de le mettre aux normes techniques, notamment environnementales. Donc c'est un bâtiment qui est labellisé BBC Effinergie, qui est chauffé par réseau de chaleur, qui est refroidi par géothermie. Donc un bâtiment qui va être très performant au final, sans absolument toucher l'enveloppe. Et à tel point que on a également eu des sujets structurels importants, parce qu'il y a des choses qui sont lourdes. Il y a quand même une grosse piscine dans ce bâtiment. Donc on a dû reprendre toute la structure, et il y a un exosquelette métallique qui est là pour nous permettre de, sans avoir des renforts apparents, conserver l'existence de ce bâtiment. Voilà, donc ça c'est un exemple par rapport à ce que disait Marc, de valorisation du patrimoine dans une stratégie de conservation maximale, évidemment en contexte de monuments historiques, en revanche avec des usages tout à fait modernes et dans une configuration bâtimentaire d'exploitation très très efficiente. Voilà. Merci David. Donc ça c'est la première approche, donc se dire on a nos 70-90% du carbone, ils sont là, ceux-là ils sont déjà dépensés entre guillemets, comment on peut les exploiter au mieux, donc comment on vient glisser ce projet. Et hop, dans ce sens-là, je suis pas très... Voilà. Et donc l'idée, une fois qu'on a réussi à se dire qu'on peut glisser des programmes contemporains dans des bâtiments existants, c'est comment on va transformer des bâtiments pour mieux les insérer dans la ville, pour les optimiser, donc intensifier finalement l'usage des bâtiments. C'est un projet par exemple qu'on vous présente ici, donc qui est le futur siège de Groupama à Paris, qui va être livré en juillet, donc très prochainement, et qui est un bâtiment historique situé dans le 8e, donc qui a été construit dans les années 50, lui aussi par un architecte qui s'appelle Couture, rénové une première fois en 2000 par DTACC, et là on est sur une réhabilitation lourde. Donc cette réhabilitation, on parle d'un bâtiment de 17 500 m², et vous allez voir, on lui a rajouté 1000 m². Ce qui va être intéressant dans ce projet, je reviendrai dessus, on a créé un ERP de première catégorie, donc toujours dans cette idée de j'ai un bâtiment, comment je l'accroche à la ville, comment je le fais vivre dans la ville, donc avec toutes les contraintes que ça peut avoir. Il est aussi dans toutes les démarches de certification avec plein de trucs outstanding, c'est le nom du score qu'ils ont obtenu à chaque fois, c'est pas une blague.
Il y a plein de choses intéressantes qui ont été faites dans ce projet sur l'ambition environnementale et sociale. Par exemple, Groupama gère un certain nombre de forêts de façon respectueuse de l'environnement, donc qui vont être réinsérés dans les projets. Il y a tout un système sur le réemploi des déchets, et, le booster du réemploi qui est partie prenante de ce projet. Ce qui pose aussi plein d'intérêts, puisque le booster du réemploi veut proposer des produits à un moment T, pas de façon continue dans le temps. Donc ce projet, qu'est-ce que c'est? C'est une optimisation de l'existant. Donc l'existant, c'est ce qu'on voit sur votre gauche. Et la première chose qui s'est passée, c'est que l'équipe a proposé de construire cette extension en bois. Donc cette extension en bois, elle a plusieurs vocations. La première, c'est qu'elle vient d'une analyse urbaine du site qui montre qu'on était avant le nouveau PLU de Paris, on avait du droit à construire. Donc on est dans la ville dense, dans la ville centre, donc on se dit on va en profiter, on va maximiser, on va utiliser tout le droit à construire. Donc cette extension en bois. Cette extension en bois, parce que c'est un matériau léger aussi, qui va venir pouvoir se reposer sur ce qu'on voit. Ah oui, alors il faut que je fasse comme ça. Ou comme ça. Non, ça ne marche pas. Je ne sais plus faire. Et accessoirement, on le sait peu, mais Groupama, c'est le premier propriétaire français de forêt. Ah oui, voilà. Donc on a fait cette extension avec le bois des forêts de Groupama qu'on est allé choisir avec eux. Merci. Donc cette extension en bois, donc, qui est venue se poser sur un morceau de dalle existant. Donc là, toujours dans l'idée de ne pas créer de nouvelles imperméabilisations des sols. Et cette extension en bois, donc elle est posée, on vient lui ajouter une structure métallique, sur le troisième exemple, qui va avoir un triple rôle, donc de créer des espaces extérieurs, donc qui vont participer à la vie, à la qualité de vie dans le bâtiment, mais qui vont aussi permettre de travailler, de gérer les apports solaires dans les espaces qui sont derrière, dans la partie en bois, donc en créant un système d'ombrière. Cette partie en bois, elle est aussi importante parce qu'elle va permettre de créer une extension. Et donc cette extension va créer 1000 m², donc va intensifier l'usage de la parcelle, donc va créer de la valeur, mais va aussi permettre d'améliorer la performance du plateau. Là, on parle de bureau, on avait une profondeur qui était un peu entre deux. Donc si on voit intuitivement, on se dit il y avait un couloir et demi, il y avait un peu trop ou pas assez. Donc là, on arrive à retrouver des dimensions un peu plus standards de bureau pour proposer un meilleur aménagement. Donc ce qui permettait aussi de maximiser le principe. Ce qui est entouré en rouge aussi, sur le schéma, c'est 2 escaliers, puisque ce que je vous disais, c'est que dans ce bâtiment, vous avez un ERP. Alors l'ERP, c'est tout un sujet de flux, de gestion, vous le savez tout aussi bien, voire mieux que moi. Et là, l'idée, c'était d'avoir un ERP en socle, mais vous avez aussi un ERP sur une terrasse. Donc cette extension a permis aussi de venir rajouter du capacitaire, de venir rajouter des systèmes de flux pour créer les accès et évacuations nécessaires à la création de ce second ERP sur la terrasse. Donc une fois qu'on a maximisé notre parcelle, la deuxième chose qui a été faite sur ce projet, c'est finalement d'essayer de l'insérer à la ville et de créer un dialogue. Donc là, on voit sur la gauche la façade principale, donc c'est la façade historique qui est rénovée, avec un dialogue qui va se faire sur cette idée d'inviter à rentrer. Donc le hall a été retravaillé. Il a été mis en abîme, entre guillemets, par cette paroi vitrée, le système de verdure qu'on va trouver derrière. Et ce qui est assez intéressant de mon point de vue, c'est que finalement, ce dispositif va permettre d'avoir les accès parking, entrée, sortie, pompiers dans la parcelle, d'indiquer où est l'entrée, mais aussi de résoudre un problème qu'on a dans les bâtiments tertiaires, c'est comment je donne à voir l'activité tertiaire. Si vous passez en bas d'un immeuble de bureau, en général, c'est assez triste, il ne se passe pas grand-chose. Et là, le fait d'avoir mis la végétation permet de créer ce premier filtre et donc de créer quelque chose d'intéressant pour la personne qui passe dans la rue, de donner à voir l'intérieur pour inciter à rentrer, tout en créant une certaine intimité pour les usages qui vont y être placés. Ça, c'est pour le premier dialogue avec la ville. Et l'autre chose qui est intéressante, c'est de placer cet immeuble dans son contexte urbain. Donc Groupama possède beaucoup de forêts et il possède aussi beaucoup d'immobilier à Paris. Et donc, dans cette parcelle en fait, est contiguë avec une autre parcelle de Groupama. Et de fil en aiguille, en fait, on se dit qu'on va pouvoir travailler l'insertion de l'immeuble dans les trames bleues, les trames vertes, etc.
Donc c'est pour ça qu'on essaye de maximiser le verre en pleine terre, qu'on vient créer cette façade avec l'exosquelette où on va mettre de la végétation en façade, et qu'il y a l'idée qui est de mettre cette toiture terrasse où on va trouver notamment des serres qui vont être exploitées avec Paris Tech, qui ont une chaire spéciale sur l'agriculture en ville. Donc on est vraiment dans cette idée de comment finalement le bâtiment va rentrer dans la ville en s'insérant dans le tissu urbain et de cette rame. Ça, j'appuie dans le mauvais sens. Voilà. Dernier point, maintenant qu'on a placé l'immeuble dans la ville, comment on le fait dialoguer avec la ville, comment on crée des usages via cet immeuble de façon urbaine. Donc il y a 2 dispositifs. Le premier, donc, c'est les espaces ERP, donc le hall, le foyer, l'auditorium, qui est un très grand auditorium. Donc là, l'idée, c'est de se dire, une entreprise comme Groupama a besoin d'un auditorium, mais elle ne va pas s'en servir tous les jours, elle va s'en servir le week-end. Donc on peut avoir une vie séparée pour cet auditorium de l'ensemble de l'immeuble. C'est ce que va permettre la classification ERP. De même pour la terrasse, donc on a un grand rooftop qui va être accessible de façon autonome. Et deuxième chose, c'est de se dire que finalement, ce bâtiment, c'est le siège de Groupama. Et donc, on va avoir cet espace qui s'appelle Café Proust Centre d'affaires, qui va être finalement un endroit qui ne sera pas classé ERP, mais qui va être ouvert à tous les collaborateurs de Groupama. C'est un espace qui est classé en type formation, donc ce qui permet un grand capacitaire. Donc là aussi, on prévoit dans la conception une réversion d'usage pour faire en sorte qu'il y ait cet entre-deux. Donc dans cet immeuble, vous avez des espaces réservés aux collaborateurs rattachés au site, des espaces réservés à l'ensemble des collaborateurs Groupama et des espaces qui sont ouverts avec la ville. C'est comme ça qu'on peut traiter l'ouverture à la ville. Et dans certains immeubles, on pourrait imaginer que ça remonte plus dans les étages, voire que ça prenne toute une grande partie des espaces, même tertiaires. On a des exemples. Et donc, ce qu'on voulait vous montrer avec ces 2 exemples, c'est ce qu'on commence à voir aujourd'hui à travers ces 3 cas finalement qui sont des impulsions publiques. Donc, c'est qu'on a besoin d'outils pour mettre en œuvre ce juste besoin. Vous avez peut-être entendu parler de l'Intensiscore, qui est un outil qui a été développé par Paris Senco et la maire adjointe à l'urbanisme de la mairie du 12e à Paris toujours, et donc qui est dans cette idée de se dire que aujourd'hui en France, les bâtiments sont occupés 20% du temps. Et donc, il faudrait intensifier leurs usages. Donc là, on est vraiment dans un cas de métropolisation. Donc il y a toute une grille de notation qui a été développée pour permettre de savoir et de chacun d'auto-évaluer la performance d'usage de nos bâtiments. Est-ce que mon bâtiment est utilisé correctement? Donc ce que je disais en introduction, le bureau versus l'usine. Et l'idée est de se dire que une fois qu'on aura mappé nos villes, qu'on connaîtra nos villes, on pourra se dire ce bâtiment est correctement utilisé, celui-là est sous-utilisé, celui-là est bien utilisé. On peut créer des mutualisations de projets, et ça on en parlera plus tard dans un projet, de se dire que finalement, quand moi dans mon projet, par exemple Groupama, je crée un amphithéâtre, peut-être qu'en face il y a un besoin d'amphithéâtre, ça évitera de construire un 2e amphithéâtre. Et il y a plein de cas d'école sur comment on peut créer des équipements, notamment des équipements publics, de cette façon. Voilà la première chose qui nous aide à structurer ce juste besoin. Ensuite, la semaine dernière, jeudi dernier, a été votée au Sénat une loi, la loi d'Aubier, vous avez peut-être entendu parler, qui était passée juste avant la dissolution et qui a réussi à repasser. Et donc c'est une loi très intéressante pour nous parce qu'elle permet, entre guillemets, de libérer l'usage des bâtiments. Donc c'est une loi dont la vocation première est de faciliter la transformation de bureaux en logements. Donc en faisant 3 choses. Donc la première chose, c'est de permettre à des opérations, des gens qui déposent un permis, de ne pas respecter le PLU et le zonage fonctionnel pour transformer des bureaux en logements, ce qui est déjà une sacrée avancée. Ensuite, elle crée cette loi un permis multidestination. Donc le permis multidestination, c'est l'idée de se dire que quand demain je construis ou je rénove ou je réhabite un bâtiment, je peux faire ce permis. Et donc dans l'idée, les décrets ne sont pas encore tombés, dans l'idée de la loi, c'est de se dire je vais poser un permis pour 20 ans et en disant dans les 20 ans, ça sera du tertiaire, du logement, de l'éducation par exemple. Et donc d'avoir un permis à usage évolutif. Et la troisième chose qui est plus liée pour des ensembles en copropriété,
donc de faciliter les règles et les systèmes de vote pour la transformation d'usage de locaux d'activité vers du logement. Ça, c'est un premier axe. Et le dernier, ce qui est aussi intéressant à associer, c'est le bonus constructibilité, qui permet là aussi de déroger au PLU. Et on a des opérations où on voit qu'on arrive à construire plus, à rajouter des étages, un peu comme on a fait sur Groupama, parce qu'on est vertueux de façon environnementale. Donc si je gagne deux catégories de DPE, j'ai un droit à construire plus. Donc ça, c'est un intérêt. Finalement, on voit qu'il y a tout un système législatif qui va nous permettre de mettre en œuvre ce juste besoin et ce début d'intensification d'usage. Ce qui nous amène maintenant à la deuxième temps des projets qu'on voulait vous présenter, c'est comment on arrive à intégrer les projets de demain, les nouveaux usages par de l'architecture. Donc là, on va vous proposer 2 projets, donc le campus numérique et un projet à Marseille avec Marie sur Plombières. Ah oui, si. J'avais oublié que j'avais remis des chiffres clés. Donc pourquoi on s'intéresse à ces nouveaux usages? 9 millions de mètres carrés de bureaux vides, des bâtiments sous-exploités. Et alors si on regarde les nouveaux usages, c'est assez intéressant. On parle beaucoup d'IA, de choses comme ça. Mais en fait, ce qu'on est en train de voir à travers ces cols bleu ciel dont je parlais en introduction, c'est qu'on a finalement un nouveau secteur économique, ou un secteur économique qui va progresser, qui continue de progresser. Donc c'est ce qu'on appelle toute l'industrie 4.0 et qui est assez compatible finalement avec nos villes. C'est un secteur donc, qui va faire 20% par an en croissance organique, donc c'est assez important. Et qui interroge parce qu'en fait on parle beaucoup d'IA, en fait on se rend compte que là il y a vraiment de la valeur ajoutée à faire de l'IA. On parle beaucoup d'objets connectés, on estime que la moitié des objets connectés aujourd'hui dans le monde sont des objets finalement qui parlent entre eux, hein, donc on est vraiment au cœur d'un phénomène. Et ça va se traduire de façon très concrète par différentes choses, donc j'ai mis 2 exemples, les fermes urbaines. Par exemple, l'ANRU a financé tout un programme de création de fermes urbaines dans le cadre de rénovation de quartiers. Parce qu'en fait, elle considère qu'il y a 2 vertus à faire ça. La première, c'est que ça recrée de l'emploi et ça recrée du lien. Donc finalement, c'est une manière de mettre en mouvement les quartiers par l'emploi et par la ferme urbaine. Donc, et la ferme urbaine étant un objet, surtout dans la ville dense, assez technologique. On a tous en tête ces images de bâtiments en hauteur où on va faire en aquaponie, on va apporter ce qu'il faut juste en eau, ce qu'il faut juste en luminosité, etc., etc. Donc là, on est vraiment dans cette presque industrie 4.0. Et l'autre chose qui est assez intéressante, c'est tout ce qui est lié à la logistique urbaine, qui a finalement un lien avec ça, parce que ce qu'on a comme idée derrière, c'est qu'il faut produire en ville pour raccourcir les chaînes logistiques. Et ces chaînes logistiques, alors ça c'est les chiffres parisiens aussi que j'ai mis pour illustrer. Donc aujourd'hui à Paris, on a 500 000 colis par jour, ce qui est énorme, donc ce qui crée des vrais sujets de où je produis, où j'amène, où je stocke. Et la métropolisation a un effet de bord qui est en train de devenir de plus en plus prégnant, qui est qu'il y a de moins en moins d'espace de stockage en ville, puisque finalement la ressource de mètre carré est chère. Et donc du coup, on a de plus en plus de vélos cargo, de petits camions qui circulent. Donc on a un vrai sujet finalement, et on le voit, on augmente le nombre de places de livraison, que ce soit pour les petits camions, etc. Donc on a un vrai sujet de comment on repense nos villes dans leur flux, et on en parlera. Marie en reparlera avec Plombières. Oui, alors avant que Marie nous parle d'un projet marseillais, je vais vous parler de ce projet qu'on appelait, nous, à l'origine, le campus numérique. Alors, ce n'est pas celui de Matabio, il y a un projet de campus numérique à Matabio, ce n'est pas celui-là. Ça se place de l'Europe, derrière TBS, si vous voyez où c'est. Et alors c'est un projet qui est intéressant dans sa programmation, puisqu'on a conservé un existant. Si vous connaissez, alors c'était une ancienne caserne militaire qui hébergeait des services de la métropole pendant des années. Alors c'était la caserne Compense. Alors, pour ceux qui connaissent, Compense Caffarelli, la zone Compense Caffarelli, à l'origine c'était une immense caserne qui a été construite dans les années 1850, juste au début du Second Empire. Et il y avait 2 casernes, la Compense Caffarelli qui est dans le lieu actuel tertiaire de Compense Caffarelli, et la caserne Compense, dont on a gardé uniquement ce bâtiment qui est maintenant à l'ouest de la place de l'Europe. Donc c'est un des bâtiments, à l'origine il y en avait plus d'une quinzaine comme ça, c'était vraiment un site qui faisait presque une vingtaine d'hectares.
et qui a été restitué à la ville dans les années 80 dans le cadre d'une ZAC, avec tout le développement de la zone tertiaire, du parc qui a été fait, et puis il restait ce bâtiment dans lequel il y avait des services de la ville qui étaient reconvertis en bureaux. Donc l'opération, c'est pour ça que ça s'appelle Campus Numérique, consistait à développer plusieurs programmes. On va peut-être le voir sur la slide d'après. Voilà, donc c'est composé de 3 plots qui sont venus s'installer sur cette place de l'Europe. Donc ça n'a pas été un projet politiquement très facile parce qu'on est venu consommer de l'espace public dans le cadre d'une privatisation. Donc c'est toujours difficile de mener ce genre de choses. En revanche, on avait ce grand espace de la place de l'Europe qui était la plus grande place de Toulouse, qui faisait 2 fois la place du Capitole et qui était extrêmement utilisé par les skateurs, mais c'est à peu près tout. Dessous, il y a un parking, hein, donc il n'y a pas grand-chose, on ne peut pas faire grand-chose sur cette dalle. En revanche, c'est un lieu qui était très intéressant d'un point de vue urbain, parce qu'il est vraiment à la couture, alors, déjà d'époques différentes, hein, parce qu'on a l'école de commerce là, qui a été construite dans les années 80 sur la gauche, des blocs d'immeubles, pareil, années 80, un peu années 90 de l'autre côté. Donc on est sur des architectures qui sont dans un dialogue de sourds autour de cette place un peu sinistre. Il y a ici tout le parc qu'on pense Caffarelli, et puis derrière, ce qu'on ne voit pas, mais là-bas, la petite zone verte, c'est le futur, peut-être, quartier de Brouardel, qui sont les anciens terrains d'Engie le long du canal du Midi, et on se situe ici dans vraiment un axe de communication qu'il fallait essayer de créer, qui n'avait pas de réalité, et qui n'a pas de réalité pour les Toulousains, parce que personne ne passait par là, sur cette place de l'Europe, pour aller là-bas, où il n'y a pas forcément de destination. Donc dans la réflexion, on a commencé par essayer de travailler cet axe, justement, donc d'où la séparation entre 2 plots et un bâtiment central qui conserve cette vision traversante. On peut passer aujourd'hui au travers de l'hôtel pour aller de l'autre côté. Alors, quand je vous disais que c'était un projet qui était politiquement un peu complexe, à l'origine, cette caserne, elle devait être rasée intégralement. C'était ça le projet. Et c'est pas nous qui avions commencé ce projet. Et dans les échanges avec les riverains, les différentes concertations qui ont eu lieu, ils ont souhaité qu'on puisse conserver ce monument historique. Alors peut-être pour des mauvaises raisons, c'était peut-être parce que le bâtiment qu'on leur proposait était un peu massif, et c'est toujours la même histoire, hein. Quand on densifie la ville, c'est pas très facile d'arriver à obtenir de l'acceptation avec ça. Donc finalement, on a retravaillé en essayant de conserver la façade de la caserne. Donc c'est là, tu as réussi à faire marcher le laser, Marc, tout à l'heure. C'est celui-là. Là, ouais. Hop. Bon, sinon on va faire sans laser. Hop. Ils sont forts, ces Parisiens. Ils savent pas dire TFC, mais alors, sur les lasers, ils sont bien. Hop là, tac. Donc ici, ça c'est le bâtiment historique de la caserne. Donc on a essayé de conserver cette façade là pour garder l'esprit et puis la mémoire de ce site qui n'est pas protégé. Hein. Il n'y a pas de protection des monuments historiques. Les plantations de platanes et tout du long, c'était les allées cavalières. C'était les régiments qui étaient installés là, c'était des régiments d'artillerie à cheval. Et donc il y avait plus de 300 chevaux, hein, qui étaient ici et qui évoluaient dans ces allées cavalières qu'on a également souhaité conserver. Et on a dû retravailler ce bâtiment. Donc le programme que vous connaissez, je ne sais pas si vous y êtes allé parfois, ici c'est donc un hôtel. Alors un hôtel qui a un concept assez intéressant, parce que c'est un concept qui vient de Hollande, qui s'appelle TSH. Alors ça voulait dire, à l'origine, ça voulait dire The Student Hotel. Maintenant, ça s'appelle The Social Hub. C'est toujours TSH, mais ça ne veut plus dire la même chose. En revanche, le concept, c'est un hôtel qui s'adresse aux étudiants pendant l'année scolaire et qui peut accueillir aussi des professionnels pendant l'été ou pendant les vacances. Donc c'est un concept un peu hybride avec beaucoup d'animation, beaucoup d'événementiels qui sont créés dans cet hôtel. Et les 2 plots, il y en a un qui est en plot de coworking et l'autre qui est une école d'informatique, d'où le nom de campus numérique. Donc le retravail de toute cette zone, en fait, nous a permis de faire cette couture urbaine d'une part, et puis redonner aussi de la valeur d'usage à cette place qui était vraiment désertée. Donc toute la programmation qui est autour,
c'est de nature à venir attirer du public et créer de l'animation. Donc évidemment, dans l'école, il y a toute une population de jeunes qui gravitent, qui vient apporter de la vie. Le bureau de cowork en fait est plus tellement cowork maintenant, puisque ICAD, qui est le promoteur de l'opération, il a installé son siège. Il y a aussi une société de spatial qui s'appelle Loft Orbital qui a installé son siège France. Donc tout ça, ça a apporté évidemment beaucoup de vie. Vous le voyez sur je ne sais pas si on a des images de l'hôtel. Hop, non, je vais revenir en arrière, on n'a pas d'image. Mais c'est pas très facile de faire un hôtel moderne dans une caserne de 1850. Donc on a dû, pour essayer de conserver cette façade, trouver des astuces pour recaler tous les niveaux de dalles. Il y avait des hauteurs sous plafond qui étaient évidemment plus adaptées à mettre des chevaux qu'autre chose. On a dû jouer aussi sur le rythme des ouvrants pour conserver l'existant. Et on a fait une surélévation qui a donné lieu à un dialogue assez sympa entre les ABF ici et l'architecte conseil de la ville, qui était Dominique Jacob, je ne sais pas si vous connaissez le travail de Dominique Jacob, la Cité de la mode et du design à Paris, ou le Carré Orange à Lyon à Convergence. Bon, voilà, c'est quelqu'un qui a un parti un peu engagé et très moderne, donc il y a eu un dialogue entre les anciens et les modernes pour savoir ce qu'on allait faire. Donc on a, nous, choisi finalement de faire une surélévation qui soit plutôt discrète en tout cas, et qui permettait de faire des rappels entre les différents bâtiments qui composent cet ensemble. Voilà, donc aujourd'hui il y a un projet en cours. Alors peut-être que tout à l'heure au cocktail on demandera à Toulouse Métropole si ça avance, non? Parce il y avait tout un projet de revégétalisation de cette place qui a maintenant retrouvé une taille humaine, puisqu'elle fait la taille de la place du Capitole. Mais elle est encore un peu minérale, et donc il y a un très joli projet qui a été choisi par la ville, avec de la végétalisation et puis un miroir d'eau au milieu, mais qui n'est pas très facile à mettre en œuvre techniquement à cause de parking qui est en dessous. Voilà, donc un exemple de transformation d'un existant en conservant un esprit et un attachement culturel des riverains, tout en venant recréer de la couture, des cheminements urbains et puis de la qualité de vie dans un endroit qui en avait bien besoin. Voilà. Marie, à toi. Moi, je vous amène à Marseille, dans le quartier de Plombières. Donc, c'est un projet dans le centre même de Marseille. On verra une image plus tard, qui est pour une revalorisation d'un site industriel qui se situe vraiment dans un terrain qui comprend deux parcelles bien distinctes, une qui était les anciennes usines Pilar, que vous trouvez dans l'espace 1, et 2, une friche où il y avait d'anciennes usines qui s'appelaient les usines Sina, qui ont été démolies il y a une dizaine d'années. Donc ce projet-là, c'est un projet qui a pour but de retrouver un sens à cette zone industrielle et de lui apporter un certain dynamisme. Alors, comment je fais? Voilà. Donc le premier point qu'on voulait évoquer ensemble, c'est la coalition du projet. C'est-à-dire que sa conception et sa programmation, elle a été plutôt innovante, parce qu'il y a vraiment une volonté d'avoir une coalition pour une programmation qui se fasse à la fois avec une équipe de maîtrise d'œuvre, avec un promoteur qui était le groupe Duval, mais aussi un certain nombre d'acteurs, comme la Caisse d'épargne, comme des entreprises de coworking, pour nous aider à faire et à essayer d'avoir un programme qui soit le plus efficient possible. Voilà, donc ce que vous voyez ici, c'est l'image des usines Pilar dans l'état où elles ont été quand on a récupéré le projet. Voilà. Donc ce projet, en gros, il comprend, comme je vous l'ai dit, deux parcelles. Une parcelle haute aujourd'hui qui est à proximité de lieux d'habitation, qui est donc cette ancienne usine Pilar, qui date du 19e siècle, a une architecture qui est très caractéristique de l'époque.
qui est sur des axes autour, qui est plutôt des rues avec des habitations basses, alors que de l'autre côté, on a ce projet qui est donc cette friche qui s'appelle Sina, qui est vraiment à proximité d'un des plus grands axes routiers de la ville. Et donc, notre projet aujourd'hui, il devait permettre de trouver un sens à ce projet et de s'adapter aussi à cette différence d'échelle par rapport aux quartiers qui les entouraient et différentes activités. Voilà. Donc, la proposition qui a été faite, ça a été de rénover l'ancienne usine pour y faire une programmation qui était assez innovante, qui était de créer un espace de co-industriel, on va dire, d'artisanat, avec la possibilité de revenir sur de la fabrication d'artisanat de petites quantités qui nous paraissaient plus à l'échelle d'un projet, à l'échelle de l'habitation, alors que par contre, donc c'est ce que vous voyez au niveau du coworking de l'artisanat qui est en haut, d'accord, une liaison que l'on a voulu commune avec des espaces partagés au centre et une deuxième partie qui est plutôt la partie qui est proche de la grande voie, qui est là, est un bâtiment qui a été construit dans une verticalité assumée pour y mettre de la logistique lourde. Je m'entends, c'est-à-dire que ce que vous voyez aujourd'hui, c'est que chaque espace de cet exosquelette est capable de recevoir du stockage lourd avec des systèmes de plateformes élévatrices pour que chaque industrie puisse y travailler à chaque étage et être à proximité de cet axe important. Voilà, donc ce projet, il a donc cette composition architecturale s'est voulue assez commune entre la rénovation et l'extension. Voilà ce que j'ai à dire. C'est un projet quand même qui permet aussi une grande flexibilité par sa conception d'un exosquelette. Voilà. Non, ça c'est déjà dit. Voilà. Donc là, vous voyez un peu plus le projet. Donc vous voyez bien les usines Pilar à proximité des espaces d'habitation, ce bâtiment de transition que nous avons au centre et le nouveau bâtiment proche de ces axes principaux. Voilà, il comprend, je ne vais pas essayer de développer l'axonométrie dans son ensemble, mais ce projet, il comprend également des espaces partagés, comme un restaurant, comme des salles de conférence. Voilà. Donc c'est un fonctionnement hybride qui a été intéressant au niveau du projet parce qu'on s'est énormément aidé du coworking du tertiaire pour faire du working industriel. Donc c'est vrai que c'était un challenge pour nous d'essayer d'appliquer ce que l'on a toujours réussi à faire dans du tertiaire dans de l'industriel. Voilà. Après, je ne sais plus où j'en suis. Non, je vais y arriver. Et voilà. Donc ça, je pense que c'est pour toi. Juste, ce que tu n'as peut-être pas dit, Marie, parce qu'il y a toujours une crainte à faire de la logistique ou de l'industriel en ville à cause des nuisances, à cause du trafic. Et l'organisation du projet fait que tous ces flux, justement, sont complètement cachés de toute la zone d'habitation qui est derrière, ce qui répond au principal frein qu'on a toujours sur ce type de projet. Merci. Et donc, ce qu'on voulait montrer au travers de ces deux exemples, c'est qu'on peut créer de l'architecture, on peut créer des bâtiments qui vont générer ce qu'on appelle la diversification d'usage, donc qui vont accueillir cette réversibilité, soit dans le temps, soit en temps réel. Il y a différents usages aujourd'hui qui sont identifiés, qui sont les usages nécessaires à la ville, donc c'est les premiers, ceux qui marchent le mieux d'après cette étude de la CCI d'Île-de-France. C'est tout ce qui est comment on va gérer la mobilité verte, les nouvelles mobilités, donc produire de l'énergie, recharger les voitures, garer les voitures. Ce dont on entend aussi beaucoup parler, c'est tous les nouveaux modes d'habiter. David a parlé tout à l'heure avec le campus numérique de ces nouveaux hôtels, nouveaux lieux de vie. Donc, ils peuvent s'appeler aussi du co-living, mais aussi des résidences pour seniors, des résidences-services. Donc, tout ce qu'on va trouver. Et aussi avec une nouvelle typologie, donc tout ce qui est coworking, dont on ne parle plus de l'expansion, de la restauration d'entreprise, etc.
Et ce qu'on voulait aussi ajouter à cette liste, et ce qui nous paraît intéressant, c'est cette idée de se dire que nos bâtiments devraient pouvoir aussi, et notamment les immeubles tertiaires, facilement être convertis pour faire de l'enseignement, pour installer des équipements, notamment sportifs. On a un cas où on a travaillé sur un immeuble pour installer une salle d'escalade, ce qui est un peu le grand sport du moment, mais aussi tout ce qui est les espaces culturels, des espaces de loisirs. Ça peut être des espaces permanents ou événementiels. On a quelques exemples où on travaille sur des data centers, de la logistique urbaine. Et Marie vous a parlé de cette idée de comment on va créer de l'activité artisanale, de la petite industrie, cette petite industrie qui est aussi, chose que je n'ai pas dit tout à l'heure, qui est très liée à l'économie sociale et solidaire parfois. Donc qui peut aussi apporter une nouvelle typologie d'emploi en ville. Et c'est un sujet sur auquel on croit beaucoup. Pardon. Et donc, en guise de conclusion, ce qu'on voudrait laisser comme message, c'est cette idée que le juste besoin, ce qu'on veut faire, c'est des métropoles qui soient à la fois désirables et souhaitables. Alors pourquoi désirables et souhaitables? Je pense que c'est important. Désirable, c'est ce que moi je veux. C'est ce qui est bien pour moi. Et souhaitable, c'est ce qui est bien pour la collectivité. Et on cherche vraiment, dans tous ces exemples, à faire ce go-between entre ce que cherche l'individu et ce qui est bien collectivement. Et ce juste besoin, de notre point de vue, est une bonne solution pour y arriver, avec ces 4 principes qu'on vous a exposés dans les projets. Donc comment on prend un bâtiment existant, on va chercher à le prolonger, à le mettre en valeur, à utiliser le déjà là. Une fois qu'on a fait ça, comment on peut valoriser des potentiels. Donc c'était l'exemple de Groupama, de se dire on va insérer, on va construire, on va tisser du lien. Comment ensuite on va diversifier les usages, donc amener de la vie. Il ne s'agit pas d'être incantatoire, et comment on va chercher à explorer de nouveaux usages avec de nouveaux projets. Ce qui est aussi important dans ce juste besoin, c'est l'approche. Donc à chaque fois, il y a eu des questions de dialogue, d'insertion, notamment pour les 2 derniers projets. Et les projets, on croit beaucoup à cette idée de coalition de ville, donc ça peut être des partenariats, des appels à projets, des projets innovants, etc. Il y a différents dispositifs qui existent aujourd'hui qui permettent de créer des coalitions pour faire des qualités de ville, avec une démarche d'assistance à maîtrise d'usage sur laquelle on travaille chez Cardam depuis 4 ans, notamment par ce livre blanc, de se dire finalement c'est en travaillant sur l'usage, en travaillant sur l'accompagnement de l'usager, sa prise en compte, qu'on pourra créer ces coalitions. Et dernier point, c'est de se dire que ce juste besoin, il a une ambition, donc c'est se faire ce gap entre le désirable et le souhaitable. C'est l'image que je vous montre là, c'est un parc à New York, c'est un pocket park. Et la particularité de l'urbanisme à New York, c'est que pour construire en hauteur, il y a des tractations qui se font. Vous avez le droit de dépasser le plafond de votre parcelle si vous donnez quelque chose à la ville. C'est comme ça qu'on a eu tous ces petits parcs qui sont apparus dans la ville. Donc c'est une idée des années 70 qu'on trouve très intéressante, qu'on retrouve aujourd'hui en Angleterre, en Allemagne, avec ce qu'ils appellent des BIDs, des Building Improvement Districts. Donc des moments où finalement on va créer des coalitions entre des habitants, des élus, des acteurs corporate, des investisseurs, des grands utilisateurs pour créer des villes, et on espère des villes aussi souhaitables et désirables que cet exemple. Merci. Merci. Donc, ce que je vous propose, c'est que si vous souhaitez poser à Marc un feu nourri de questions, je n'en doute pas, de faire ça autour d'un verre. Si l'apocalypse ne s'est pas abattu sur le parc, on va aller voir ça tout de suite. Merci en tout cas de votre attention.